et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré cette semaine au roman noir de la Méditerranée. Ne vous fiez pas au soleil éclatant ni aux eaux translucides, ils ne sont qu'illusions et peuvent vous plonger en un instant dans votre pire cauchemar. Mythe, fiction et réalité, pour en parler, aujourd'hui, notre invitée, l'autrice Cécilia Castelli. Bonjour. Bonjour Caroline. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Cécilia, votre plume nous emmène régulièrement du côté obscur de la Méditerranée. Une Méditerranée réputée lumineuse. Alors, au cœur de ce paradoxe, qu'y a-t-il de plus méditerranéen en vous ? Alors, je dirais peut-être mon attachement à la terre déjà et le respect que j'ai pour la nature. Je me dis qu'il suffit de regarder par exemple un coucher de soleil pour se rendre compte qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. Il y a quelque chose d'unique aussi à chaque fois ? Alors, je crois qu'on peut assister 1000 fois à un coucher de soleil par exemple et on va avoir la même émotion à chaque fois. Vous êtes, Cécilia, la première autrice insulaire à avoir participé à la revue Gibraltar, qu'on aime beaucoup ici. Gibraltar, un pont entre deux mondes dirigé par Santiago Mendieta qui associe récits, fiction, reportage. Comment s'est passée cette collaboration ? Vous signez une nouvelle intitulée Péchocan ou La folle d'Ajaccio. Oui. En toute simplicité. Alors, peut-être parler de votre collaboration avec cette revue. Alors déjà, je suis très fière d'être la première autrice corse à collaborer avec cette revue. C'est une revue annuelle. Il y a un numéro qui sort par an, donc à peu près vers le mois d'octobre. Oui. Donc c'est une revue de qualité où la part est donnée, en tout cas, à des récits, des fictions, des reportages. On a de très belles photos, des illustrations. Donc, et on peut dire que ce sont des formats longs, donc on peut prendre le temps de s'immerger dans ces histoires, dans ces récits, dans ces portraits aussi. Exactement, voilà. On donne la parole à différents acteurs du bassin méditerranéen. Donc, comment ça s'est passé ? Déjà, on est au 11e numéro. Oui. Et Santiago Mendieta, qui est le directeur de la publication, m'avait avoué qu'il avait essayé à plusieurs reprises de contacter des auteurs corses. Il voulait absolument avoir une plume corse dans sa revue. À chaque fois, sans jeu de mots, c'est tombé à l'eau. Voilà, donc, je suis très fière d'initier avec la nouvelle Péchocan. Quelques mots sur cette nouvelle sans rien trop dévoiler, évidemment, de l'intrigue. Alors, c'est un homme qui revient sur la rencontre qu'il a faite il y a à peu près une trentaine d'années. Dans sa jeunesse, il a rencontré une jeune femme qui est assez singulière, très lumineuse, qui semble très libre. Et il emmène régulièrement à la pêche sur son petit rafio, donc au milieu du golfe d'Ajaccio. Et donc, il emmène découvrir ce fameux poisson-chien. Qui existe vraiment. C'est le rason, ce qu'on appelle le rason. C'est un poisson qui vit dans les fonds sablonneux. Oui, on le voit là à l'écran. Voilà. Et qui a de très belles couleurs. Voilà. C'est un poisson qui est peu connu en dehors des pêcheurs qui savent exactement où le trouver. Donc, en général, c'est en face de la tour du Capitole, donc à Ajaccio. Oui. Donc, il emmène pêcher ce poisson absolument fabuleux, qui a une mâchoire proéminente, des couleurs incroyables. Et un soir, tandis qu'il déguste à table ce poisson, il regarde les informations. Et là, il découvre qu'à l'endroit même où ils ont pêché le rason, il y a un corps qui a échoué sur la plage. Alors, peut-on dire que dans cette nouvelle, on retrouve tout ce qui fait votre littérature ? Il y a évidemment la nature et l'omniprésence de la mer, des créatures qui la peuplent, le soleil, à la fois enveloppant et écrasant, et puis l'élément perturbateur qui va tout faire basculer. Voilà, c'est un petit peu, on retrouve la trame exactement comme on pourrait la retrouver dans mon roman précédent, Frère Soleil. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ qui paraît assez onirique. Oui, voilà. Idéal en fait. Idéal, c'est ça. On est dans une Méditerranée qui est idéale. Romantisée, la carte postale, romantique, exactement. Oui. Le soleil, la mer qui brille, tout va bien. Comme on profite des activités que la mer nous offre. Ici, c'est la pêche. Mais on bascule petit à petit vers le fantastique. On sent qu'il y a quelque chose, un drame qui est latent, qui se noue et qui va éclater pour emporter les personnages qui vont être pris dans une spirale. Et je précise que l'illustration est signée Elsa Monlahuc. Voilà, une très belle illustration qu'on a vue à l'écran. C'est la Méditerranée comme un enfer ou un cimetière marin, pour reprendre malheureusement l'expression désormais consacrée que vous décrivez aussi dans vos
dans cette nouvelle, mais aussi qui parcourt vos différents ouvrages. Oui, c'est un peu la dualité justement de la Méditerranée, c'est-à-dire que la Méditerranée, dans la littérature en général, est vue à la fois comme le berceau de la civilisation. Donc c'est une mer qui protège, une mer qui offre, qui donne, voilà, mais c'est aussi, on a le pendant, c'est que c'est aussi un tombeau. Donc c'est une mer qui avale, qui engouffre, qui voilà. Donc on a cette dualité qui transparaît dans l'écriture, en tout cas dans les textes que j'ai écrits. Oui. Au-delà de cette dualité, est-ce que je sais que vous êtes très attaché à l'environnement, est-ce que l'évolution, le changement climatique et l'impact qu'il a sur la Méditerranée est aussi une source d'inspiration pour vous ? Alors, je ne sais pas si c'est une source d'inspiration en tant qu'autrice, mais en tout cas, je me dis, voilà, qu'en tant que spectatrice, ce que je vois souvent, en étant impuissante, je ne sais pas toujours quoi faire, mais je remarque, oui, qu'on voit les changements climatiques en ce moment. Dans la revue, il y a aussi un très beau reportage qui est consacré donc, à ces canicules marines. Oui. C'est-à-dire qu'on a fait des mesures entre 0 et 20 mètres de profondeur et on a vu qu'il y a une augmentation de la mer à la surface de plus de 6 degrés, ce qui est inquiétant parce que ça a des répercussions donc, sur la faune, sur la flore, sur la reproduction voilà, des animaux. Donc c'est assez inquiétant de voir cela. On a d'autres reportages, par exemple, aussi qui se passent à Fos-sur-Mer, avec le rejet des usines. Cette implantation de l'incinérateur dans les années 2000 aussi, qui produit beaucoup de particules fines et qui a un impact sur l'environnement et sur la santé des habitants. Donc un numéro tourné vers la mer. Sur l'écologie. Sur l'écologie, voilà. Mais aussi de très belles histoires aussi qui complètent cette revue Gibraltar. Donc Cécilia Cassil, peut-il exister selon vous un roman méditerranéen au sens de roman national ? Alors, je ne sais pas s'il y a un roman méditerranéen, parce que la Méditerranée, c'est quand même plus d'une vingtaine de pays. Oui, 23 pays. Voilà, 23 pays, 3 continents. Donc, on a l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord et l'Asie de l'Ouest. Donc, on a différentes façons d'écrire. Mais s'il fallait retrouver une thématique, je pense, commune à notre bassin méditerranéen, ce serait déjà le thème de la mémoire. Voilà. Et ce qu'on appellerait, on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi le roman solaire, donc l'importance de la nature et de l'environnement. Il y a aussi toute cette mythologie qui a traversé les pays et qui s'est implantée dans les cultures pour mieux s'adapter aux différents pays. Ces mythologies dont vous vous nourrissez aussi dans votre œuvre, dans vos œuvres. Oui, les mythes, voilà, la mythologie, c'est aussi une histoire commune. Voilà, c'est vrai qu'on est très différents, on ne va pas écrire de la même façon. Je ne vais pas écrire de la même façon qu'un auteur qui vit, par exemple, en Algérie ou au Liban. Mais on a une histoire commune, c'est-à-dire ce qui fait notre mémoire, le partage. Voilà, la Méditerranée, c'est un lieu de partage et de retrouvailles. Il y a, vous l'avez dit en tout début, l'attachement à la terre, au territoire. Qu'en est-il quand cet attachement est insulaire ? Comment l'insularité compte dans votre écriture ? Alors, voilà, c'est vrai qu'on a un regard différent déjà sur la Méditerranée lorsqu'on vit sur une île, parce qu'on est entouré de cette eau. Et on voit vos ouvrages à l'écran. Oui. Donc c'est vrai, c'est un thème en tout cas qui m'a beaucoup intéressée, notamment, moi je suis née à Ajaccio, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans et j'y suis partie pour faire mes études sur le continent. Donc c'est vrai, c'était cette question de l'insularité, je l'ai gardée pendant de très longues années et elle s'est imposée à moi au moment où je suis revenue pour vivre de façon définitive, en tout cas je l'espère, voilà, mais pour le moment j'y suis, voilà, retrouver en fait ma terre natale et donc mon île. Et c'est au moment où je suis revenue que je me suis vraiment posé la question sur qu'est-ce qui fait notre identité, nos racines, et quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients de cette insularité. Il est beaucoup question dans Frères Soleil, puisqu'on a de départ, et voilà, est-ce qu'on reste ?
Il y a d'abord les cousins qui sont corses, donc qui sont attachés à leur terre, mais il y a aussi le petit Rémi, lui, qui est né de l'autre côté de la Méditerranée. Tout à fait. Et qui fait des allers-retours et qui fait les allers-retours pendant vacances. ses vacances. Donc il se pose la question, voilà, sur son identité. Oui, l'insularité implique aussi d'avoir une perception différente peut-être de l'altérité, l'autre qui n'est pas forcément considéré comme un ami. Oui, alors le regard d'étranger, oui, c'est une question aussi que l'on se pose lorsqu'on écrit à partir d'une île, en tout cas. C'est aussi une question que se pose le jeune Rémi, enfant, parce qu'il voit les discours, en tout cas il entend les discours de son oncle, de sa famille à propos, les discours qu'on entend sur les touristes qui viennent visiter la Corse, qui s'exclament oh c'est beau, et se contentent de cette exclamation. Donc il entend un discours qui est assez virulent sur ces touristes-là, mais en même temps il ne comprend pas pourquoi il y a d'autres amis qui viennent du continent et qu'on accepte les bras ouverts. Voilà. Ça pose la question de notre identité aussi, au final. Oui, oui, exactement. En fait, est étranger celui qu'on regarde d'une façon différente, en fait. Du moment qu'on accepte l'autre et qu'on le connaît, qu'on apprend à le connaître, voilà, le regard sur l'étranger change. Et vous souhaitiez d'ailleurs mettre en lumière une autre autrice, Sylvie Tanette, pour son ouvrage maritime, Une histoire méditerranéenne, une histoire d'île aussi, oui. Aux éditions Grasset. Alors pourquoi ce choix ? Alors c'est un tout petit livre que j'ai découvert, c'est, on va dire, un conte. Ça se passe sur une île imaginaire, ça pourrait presque être la Corse, mais c'est une toute petite île qui est à l'écart donc d'un continent. C'est une île a priori qui n'est pas très accueillante parce qu'elle est plutôt rocailleuse. Et il y a ce petit village de pêcheurs qui un jour va accueillir un jeune homme qui vient du continent pour fuir la dictature. Voilà. Et donc il y a la question de l'altérité, mais finalement il va retrouver parmi ce village de pêcheurs, ce sont des gens qui sont à la base très taiseux, qui ne sont pas très accueillants, mais il va voir que c'est tout le contraire. Il y a une histoire d'amour aussi qui va se développer sur cette île, et c'est traité de façon très onirique, comme j'aime voilà, lire les histoires, c'est-à-dire aussi avec une osmose, avec la nature, les créatures marines, et bien sûr, sous ce soleil, il y a la tragédie qui va poindre. Votre écriture, elle est pétrie de cette dualité. Rien n'est jamais aussi simple, aussi paisible qu'il n'y paraît. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez quand vous écrivez, ou est-ce que ça vous vient naturellement ? Alors, si je prends mon précédent roman, Frère Soleil, dont j'ai déjà parlé, je dirais qu'il y a une construction qui est assez différente du dernier roman. Donc, je ne sais pas si voilà, je le travaille, ça se fait plutôt de façon instinctive. Ce sont deux romans, Frère Soleil et mon dernier roman, Peupler la colline, que j'ai travaillé avec un plan qui est assez ténu, c'est-à-dire une écriture qui vient au fur et à mesure que j'écris, avec des personnages qui vont prendre une place plus importante que je n'avais imaginé au départ. Voilà, donc en général, je fais un plan très, très simple, le début, le milieu, la fin, sans développer. Et c'est l'histoire elle-même qui va me happer. J'aime aussi voilà, avoir ce plaisir de me laisser emporter. Oui. Allez, nous allons reparler de ce goût pour la noirceur, Cécilia, juste après le Zoom de la semaine. Depuis maintenant 3 mois, Israël connaît une crise politique inédite. En cause, la réforme de la justice voulue par le gouvernement Netanyahou et plus particulièrement sa branche extrême droite et ultra-orthodoxe. Le projet prévoit entre autres de limiter les prérogatives de la Cour suprême, rare garde-fou institutionnel considéré comme politisé par le Premier ministre Netanyahou et ses alliés. Au sein de la Knesset, les députés d'opposition ont manifesté vivement leur désaccord lors d'une commission des lois, alors que dans la rue, plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens se réunissent chaque semaine à Jérusalem, à Tel Aviv, pour manifester contre cette réforme. En France, un collectif d'intellectuels réunis à l'initiative des philosophes Raphaël Zaguri-Orly et Jacob Rogozinski alerte sur ces dérives, sur cette démocratie en danger. Ils ont d'ailleurs publié une tribune dans Le Monde à ce sujet. Jacob Rogozinski revient sur ce projet de réforme et ses conséquences. On regarde. Dans toute démocratie, il y a des oppositions politiques, des conflits, mais jamais
tout au long de son histoire, hein, qui commence en 1948, on assistait à une crise politique aussi grave. Bon, là, on a l'impression que deux parties du pays, du peuple, sont dressées l'une contre l'autre. Des anciens premiers ministres, des généraux, des dirigeants de services secrets mettent en garde contre un risque de coup d'État, de changement de régime, de guerre civile. Ça, c'est des propos qu'on n'avait jamais entendus auparavant. Et chaque semaine, on assiste à des manifestations extrêmement importantes de plusieurs centaines de milliers d'Israéliens dans un pays qui n'a pas comme nous la culture de la manif. Bon, ça c'est important. Donc c'est une crise politique grave qui s'adresse au gouvernement de droite et d'extrême droite qu'a formé Benjamin Netanyahou à la fin de l'année dernière, à la suite d'élections. Et bon, le grand enjeu, c'est la réforme du système judiciaire que ce gouvernement a impulsé et qui consiste à affaiblir et quasiment faire disparaître l'autonomie de la Cour suprême. Le seul garde-fou face au pouvoir, c'est cette Cour suprême qui rassemble à la fois les pouvoirs de notre Cour de cassation et de notre Conseil constitutionnel. C'est aussi une Cour d'appel au pénal au civil, donc elle a une très grande autorité dans un pays qui n'a pas de constitution. Avec la Grande-Bretagne, je crois qu'Israël est l'un des rares pays au monde qui n'a pas de constitution écrite, d'où le rôle très important d'une Cour suprême qui est seul juge de la constitutionnalité des lois adoptées. Bon, alors cette Cour suprême a pris toute une série d'arrêtés ces dernières années qui sont intéressants. Elle a suspendu l'expulsion de plusieurs centaines de Palestiniens vers le Liban. Elle a interdit l'usage de la torture dans les interrogatoires, bon, ce qui n'est pas rien. Et elle a même ordonné il y a quelque temps la démolition d'une colonie juive illégale en Cisjordanie. Donc elle joue aussi un rôle important pour freiner l'expansionnisme de la frange la plus autoritaire, la plus nationaliste et religieuse des colons. Bon, je crois que c'est essentiellement pour cela que la Cour suprême est dans le viseur, si on peut dire, de cette majorité. Bon, il y a effectivement le danger d'une dérive et on peut remarquer que ce populisme qui s'en prend à l'autorité judiciaire se retrouve dans beaucoup de pays du monde. Par exemple, bon, Donald Trump a essayé de s'emparer, avec succès d'ailleurs, du pouvoir dans la Cour suprême. Dans d'autres pays comme le Brésil, les partisans de Bolsonaro ont attaqué très violemment, physiquement, le tribunal fédéral suprême. Donc, bon, c'est dans tous ces pays-là, et aussi bien en Pologne, en Hongrie, dans ces démocraties qu'on appelle illibérales, bon, un enjeu tout à fait décisif. Alors, si les lois actuelles passent, Israël risque de ne plus être une démocratie au sens où nous l'entendons. Et ça aurait des conséquences irrésistibles, graves, sur la situation des Arabes israéliens et des habitants des territoires occupés, des Palestiniens. Un des ministres les plus extrémistes de l'actuel gouvernement, Bezalel Smotrich, vient de déclarer qu'il n'y a pas de peuple palestinien. C'est une pure et simple fiction. Donc si la Cour suprême est affaiblie, si son pouvoir de contre-pouvoir, de garde-fou disparaît, la porte est ouverte pour toutes les dérives autocratiques, nationalistes et théocratiques. Les Israéliens manifestent aussi en disant « nous ne voulons pas devenir l'Iran ». Parce qu'il y a le poids croissant des religieux les plus extrémistes, compte aussi beaucoup dans la dérive actuelle. Donc je pense que c'est très important que bon, les démocrates de tous les pays, notamment de France et d'Europe, soutiennent le combat, la résistance de l'opposition démocratique en Israël face à cette dérive qui est tout à fait dangereuse et inquiétante. Justement, il y en a assez peu, pour plusieurs raisons. D'abord, le Parlement, la Knesset, est composé d'une seule chambre. Donc, il n'y a pas l'équivalent de notre Sénat ou de la Chambre des Lords anglaise. Bon, ensuite, Israël ne reconnaît pas d'autorité judiciaire supranationale. Bon, en France, au-delà de la Cour de cassation, il y a des recours possibles devant la Cour européenne des droits de l'homme et même devant la Cour pénale internationale que la France a ratifiée. Israël n'a pas ratifié, comme d'autres pays, comme la Russie ou la Chine ou les États-Unis, Israël n'a pas ratifié le traité de Rome sur la Cour pénale internationale, donc il n'y a pas non plus ce garde-fou-là. Bon, donc là, il y a une grande difficulté qui risque, si on affaiblit la Cour suprême, de faire sauter le seul garde-fou qui permet de résister à une dérive autocratique du pouvoir politique. Ça, c'est assez discutable, c'est à voir, ça personne ne peut le prévoir, c'est une question difficile. Il faut voir que le gouvernement a obtenu une majorité assez étroite, de 4 voix seulement de majorité, c'est une majorité fragile, qui repose sur une alliance entre un parti de droite
traditionnel, classique, le Likoud de Netanyahou, et des petits groupes d'extrême droite et des partis religieux. C'est une alliance qui peut aussi bien exploser et se décomposer. Mais pour l'instant, bon, les deux partis s'affrontent face à face. Voilà, le calendrier prévoit de faire adopter les principaux éléments de la réforme avant la fin de la session d'hiver de la Knesset, soit le 2 avril prochain. Les prochains jours seront donc décisifs pour le futur fonctionnement du système judiciaire du pays et de la garantie de certaines libertés. Cécilia Castille, vous avez une plume noire, on l'a dit. Est-ce que le champ politique vous intéresse en tant que sujet littéraire ou romanesque? Alors, pour le moment, je ne dirais que ce n'est pas dans mes projets. Ce qui me plaît, c'est de raconter des histoires. Ça, c'est la priorité, c'est de raconter des histoires. Mais je ne pourrais pas dire que jamais je ne me tournerai vers un roman un peu plus politique. Un peu plus politique. Oui, oui. Voilà. Je pense que quand on écrit, c'est qu'on est sensible au monde qui nous entoure, qu'on a des choses à dire. Il n'est pas impossible qu'un jour, voilà, j'écrive un roman plus politique. En ce moment, j'écris un roman plutôt historique. Il y a quelque temps, on m'aurait demandé si me tourner vers le passé m'aurait plu dans l'écriture. J'aurais dit non. Donc voilà, pourquoi pas pour. Vous pouvez nous donner l'époque? Alors, on va dire fin 19e. Fin 19e. Allez, où ça? Je cherche, je crois savoir. Quand on lit vos ouvrages, ce qui ressort au-delà de l'intrigue, c'est qu'ils sont extrêmement visuels. Tout de suite, on pense adaptation. Est-ce que vous l'avez envisagé ou l'a-t-on envisagé pour vous, cette adaptation à l'écran, voire grand écran? Alors, je n'ai pas écrit en ayant en tête guidée que ce soit adapté. Voilà. Beaucoup le font. Mais oui, de plus en plus. Alors, il y a aussi beaucoup tendance. d'écrivains qui se tournent vers le scénario. Et il y a une tendance aussi actuelle, c'est d'écrire des livres à partir de séries ou de films. Oui. Voilà, donc une adaptation inversée. Mais évidemment, en tant qu'écrivain, je pense qu'on a tous l'envie d'être adapté un jour. Voilà, s'il y a un écrivain qui me dit le contraire, j'aurais du mal à le croire. On peut le taxer de snobisme. Voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, c'est une véritable mise en lumière, en tout cas de l'œuvre. C'est aussi une réadaptation de l'histoire qu'on a écrite. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un autre regard. Et c'est pareil, c'est-à-dire que ça va attirer des lecteurs vers le livre, le cinéma ou la télévision, touche un plus large public. Oui. Alors, et dans l'agenda, après les femmes en littérature, les femmes au cinéma, le festival Cinédone se tient jusqu'au 29 mars prochain. Il s'agit de la 2e édition. Les projections ont lieu à Bastia, Fouriane et Bigoul. Il y a un cinéma féminin, féministe, engagé, combatif. Et toutes les informations sont à retrouver sur cinedone.corsica. Voilà, on voit quelques images de la bande-annonce qui donnent vraiment très, très, très envie d'assister à plusieurs projections. Cécilia Castille, il est temps de passer à la bande originale. Et on revient à vos fondamentaux, Cécilia, à savoir la mer et l'identité, avec ce groupe folk des Baléares qui a beaucoup intrigué dans l'équipe de Génémède, Posidonia et la chanson Luna. Alors, pardonnez la prononciation. Vous nous en dites quelques mots sur ce groupe et sur ce titre? Alors, c'est un groupe qui met des sonorités traditionnelles et puis modernes. Ce qui me plaît dans ce groupe musical, c'est déjà le choix de leur nom, Posidonia. Ça m'a forcément aussi parlé lorsque je les ai découverts. Et c'est une référence donc aux Posidonies. Ils ont choisi ce nom parce que justement, dans les îles Baléares, il y a aussi de la musique traditionnelle, mais qui est aussi en danger. De même que les Posidonies qui sont importantes pour un écosystème et qui sont en voie d'extinction. Voilà, donc il y a un parallèle qui est fait entre identité, langue et nature. Est-ce qu'on peut dissocier ces éléments? Non, je crois que ça forme un tout cohérent et qu'il faut conserver et préserver en tout cas. Et on retrouve encore une fois l'insularité avec les Baléares. Voilà, une autre île. Une autre île, parfait. Cécilia Castille, merci de m'avoir accompagnée durant cette émission. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, c'est Peupler la colline chez Passage. On vous lit également dans la superbe revue Gibraltar. Hop, elle est là. Voilà, n'hésitez pas à la commander sur le site internet. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la
semaine prochaine. Même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Stella. Et si on vous manque, vous avez toujours la possibilité de nous regarder en replay sur le site France.tv. Salut! Embruixada de tu, abraçada d'estels i nígols,